dans ce forum Libé sur le thème des aidants organisé en partenariat avec Solutions Solidaires et le département de la Gironde. Alors, nous allons maintenant essayer de débattre, de réfléchir à comment aider les aidants. Nous venons de définir qui ils étaient. Maintenant, comment les aider? Pour en parler, pour répondre à cette question, nous avons réuni Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Stéphane Troussel, président du département de la Seine-Saint-Denis, et Dominique Libaud, président du Haut Conseil du financement de la protection sociale. Bonjour à vous trois, bienvenue dans ce forum. Alors, je vais commencer avec vous, Madame la Ministre. On a beaucoup parlé dans le débat précédent justement de la solitude et du manque de moyens apportés aux aidants et notamment aux personnes s'occupant de proches handicapés. Et notamment, on avait le témoignage de cette jeune fille qui doit s'occuper de sa sœur et qui rêverait que celle-ci puisse aller à l'école, à la fois pour elle, pour sa sœur, pour qu'elle puisse se frotter à d'autres jeunes de son âge, et aussi pour elle-même, pour qu'elle puisse elle-même aller à l'école. Voilà, tablez-nous, brossez-nous un tableau de cette situation et des moyens qui sont mis à la disposition notamment de ces jeunes aidants. Alors bien sûr, les aidants et les jeunes aidants sont une préoccupation du gouvernement, puisque nous avons mis en place la stratégie Agir pour les aidants. Je l'avais mise en place avec ma collègue Agnès Buzyn. Nous la continuons bien sûr avec Brigitte Bourguignon. Nous avons plusieurs axes. Nous avons d'abord les axes de pouvoir repérer ces aidants. Et d'ailleurs, j'incite vraiment les aidants à se déclarer comme tels dans leur dossier médical, parce que c'est très important de pouvoir une continuité s'il arrive quelque chose aux aidants. Et ça, c'est une avancée pour pouvoir les repérer. Deuxièmement, nous sommes bien conscients de la difficulté de certains aidants. Alors, comme l'a dit très justement une de vos précédentes intervenantes, elle a dit ce qu'on voudrait, c'est surtout aider les aidés. Si les aidés n'étaient pas, à aider, il n'y aurait pas les aidants. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous déployons bien sûr les solutions pérennes pour, par exemple, cette jeune fille pour qu'elle puisse aller à l'école. Donc, ça, c'est un parcours de scolarisation adapté aux besoins des aidés. Mais surtout, parce que parfois, il y a aussi un choix de garder son aidé à la maison, une personne handicapée que les familles préfèrent accompagner elles-mêmes. Nous devons pouvoir trouver des solutions de répit. C'est ce qu'ils nous disent, pour éviter justement cet isolement et puis cette charge mentale importante et ne pas arriver jusqu'au burn-out, jusqu'à l'épuisement. Et c'est bien pour ça que pendant la crise Covid, parce que la crise sanitaire nous a aussi révélé des situations d'aidants que nous connaissions mal, nous avons mis tout de suite en place le numéro 0800 360 360. Sortie de Covid, 2 appels pour avoir du répit et pour l'accès aux soins et à la santé des aidés. Donc nous nous sommes mis en mode, et je tiens à saluer l'ensemble des départements, l'ensemble des organisations gestionnaires, des associations qui ont mis en place cette écoute, et cette écoute opérationnelle. Nous avons appris à travailler mieux sur les territoires ensemble pour quand, par exemple, un établissement était fermé pendant le Covid, puisse accueillir d'autres établissements étaient restés ouverts. Donc nous avons trouvé des solutions et nous accompagnons ce répit. Quand vous parlez d'un répit, pardon, excusez-moi, quand vous parlez donc offrir un peu de répit, de quoi s'agit-il concrètement? Est-ce que c'est pouvoir appeler ce numéro et se sentir moins seul, pouvoir avoir une oreille attentive, ou est-ce que c'est une sortie, enfin quelqu'un qui vient s'occuper de la personne qui a besoin d'être aidée? Plusieurs solutions. Soit c'est la personne aidée qui va pendant 2-3 jours ou une semaine, on a à peu près 90 jours de répit possible, des bons à tirer si vous voulez de pouvoir avoir du répit. C'est-à-dire qu'un établissement peut accueillir la personne aidée avec justement des professionnels formés selon le type de handicap, mais c'est aussi, comme vous l'avez dit, le relayage à domicile. C'est ce que les Canadiens appellent le baluchonnage. Le baluchonnage au Canada, c'est 15 jours. Notre droit du travail ne nous permet pas de faire 15 jours, mais pour autant, nous avons des territoires expérimentaux. Ce sont des personnels aguerris, formés, labellisés dans des services d'accompagnement qui viennent s'installer à la place de l'aidant pour que celui-ci puisse partir 2 jours, 3 jours en week-end, souffler. Moi, les familles m'ont dit c'est la première fois qu'on a pu aller à un mariage avec la fratrie parce qu'il y avait justement ce répit pour la personne accompagnée, soit en établissement, soit à domicile. Donc ça, c'est extrêmement important. Et nous développons ces solutions de répit, des plateformes de répit, et avec ce numéro, ils peuvent trouver des solutions qui sont de répit à proximité de chez eux.
Ça, c'est extrêmement important. Et puis rompre l'isolement de l'aider, c'est tout l'enjeu des métropoles aidantes, comme par exemple à Lyon, avec les cafés aidants, mais partout sur les territoires. C'est-à-dire pouvoir aussi parler des problèmes qu'on a, se rencontrer, souffler, pouvoir dire tout ce que l'on vit et ne pas rester seul. Et puis préserver sa santé, et ça c'est l'accès aussi à la santé pour les aidants. Nous développons justement leur accompagnement, les téléconsultations, mais aussi la capacité de pouvoir aller se faire soigner tout simplement en ayant du répit, par exemple à domicile ou en établissement. Stéphane Troussel, vous êtes président du département de la Seine-Saint-Denis. Vous, au niveau du département, est-ce que vous sentez beaucoup de demandes? Est-ce que vous sentez justement une demande croissante? Et est-ce que vous apportez une aide complémentaire par rapport à ce que propose l'État? Bonsoir à toutes et à Bonsoir. tous. D'abord, je voudrais remercier à la fois Libération et Solutions Solidaires de faire ce focus justement sur les aidants, d'autant plus que finalement, et l'enseignement de l'enquête de l'IFOP et Jérôme Fourquet de ce point de vue est particulièrement intéressant, puisque c'est que maintenant ce thème commence à résonner aussi dans la société de manière plus globale, puisque 70% des Français ont entendu ce thème, ont entendu parler de ce thème des aidants. Et ce que je veux dire, c'est que vraiment, ça devient un sujet majeur avec une préoccupation, y compris dans un département jeune comme le mien. La Seine-Saint-Denis, c'est peut-être le département le plus jeune de France métropolitaine, mais c'est celui qui, justement, compte tenu de sa situation, va connaître un choc démographique dans les années qui viennent, qui fait que sur ce sujet-là, mais aussi bien évidemment s'agissant des personnes les plus âgées, mais aussi les personnes en situation de handicap, en perte d'autonomie de manière globale, eh bien cet enjeu va être de plus en plus prégnant. Alors, pour aider les aidants, justement, bien évidemment qu'il faut à la fois qu'il y ait la solidarité nationale, qu'il y ait la solidarité familiale, mais elle ne peut pas, l'une ou l'autre ne peuvent pas se substituer à la seconde. Et donc, dans les enjeux principaux que le département essaye justement, à travers son plan d'action, de déployer, eh bien, il y a, et je partage ce que disait bien évidemment Madame la Ministre, c'est à la fois de rompre l'isolement, bien évidemment, et de combattre d'abord ce manque d'information. Il y a un certain nombre de dispositifs qui existent, qui sont méconnus, souvent pas forcément bien répartis, et donc il faut les faire connaître pour permettre justement de rompre cet isolement. C'est le comment sens, vous les faites, comment vous parvenez à les faire connaître? Nous avons établi un partenariat avec une association, Ma Boussole Aidant, justement pour mettre en ligne, à travers une cartographie, l'ensemble des dispositifs qui existent et des solutions de proximité, de répit à proximité des aidants qui existent sur le territoire de Seine-Saint-Denis. Je pense aussi notamment, et le témoignage de Fatima Koulibaly juste avant notre échange, de mon point de vue, est assez révélateur. Et donc, je pense en particulier aussi aux jeunes aidants. Il faut aider ces jeunes, sensibiliser l'éducation nationale, améliorer leur repérage. Et c'est aussi pourquoi on a développé un partenariat avec l'association Jeunes Aidants Ensemble, qui organise un certain nombre d'ateliers, notamment des ateliers cinéma-répit, qui participent à ces actions en direction plus particulièrement des jeunes aidants. Alors, je pense ça, c'est les ateliers cinéma, c'est super, et manifestement, si l'on en croit Fatima Koulibaly, ça lui a fait énormément de bien. Cela dit, on sent quand même à la veille du bac que peut-être quelques cours de renforcement pour pallier toutes les heures où elle n'a pas pu aller à l'école, où elle n'a pas pu réviser ses cours pour l'aider à décrocher son bac, ne serait pas du luxe. Est-ce que là, il y a quelque chose qui est prévu? Mais je pense que plus largement, effectivement, il faut aller vers la reconnaissance beaucoup plus large du rôle des aidants dans notre société. Et c'est vrai pour cette jeune femme, c'est vrai pour les salariés. Bien sûr, je pense à l'indemnisation des congés qui doit être simplifiée, mais disons-le aussi, augmentée et accompagnée, je crois, d'une vraie mobilisation, y compris culturelle, dans les entreprises, pour que la situation de ces aidants, là pour le coup salariés, soit beaucoup mieux
considérer. Mais au-delà de ces questions, j'ai envie de dire, absolument indispensables qu'il faut traiter sur la situation des aidants, je crois que l'enjeu, c'est d'inscrire aussi ce sujet des aidants dans la politique plus large, là encore, plus globale, liée à l'accompagnement de la dépendance. Parce que soulager les aidants, c'est aussi bien évidemment renforcer les métiers de l'aide à domicile, les revaloriser financièrement, améliorer leur formation, investir massivement dans ce secteur. Et disons-le aujourd'hui, tous ces métiers du soin, du lien, connaissent un vrai déficit d'attractivité. Et il y a un certain nombre de mesures qui ont d'ores et déjà été prises, mais on voit bien que face à l'ampleur de la question qui est devant nous, il va falloir aller beaucoup plus loin sur la question de l'attractivité des métiers, aussi justement pour soulager les aidants et avoir des solutions d'accompagnement et de prise en charge. Alors, Dominique Libault, vous êtes président du Haut Conseil du financement de la protection sociale. Donc là, vous êtes au cœur du réacteur, si je puis dire. Racontez-nous comment vous voyez cette aide aux aidants et comment faire davantage pour les aider, et notamment, est-ce que vous voyez une possibilité de revaloriser les indemnisations auxquelles elles ont droit pour accompagner un proche en état de besoin? Alors d'abord, il faut dire que moi j'ai d'abord regardé ce sujet surtout avec le prisme grand âge, puisque j'étais chargé d'une mission à l'époque par le Premier ministre Édouard Philippe sur grand âge et autonomie, et j'ai travaillé sur ce sujet. Et puis plus récemment, j'ai une mission confiée par Sophie Cluzel, Brigitte Bourguignon, Olivier Véran, sur la simplification des démarches et la coordination des acteurs. Parce que, alors, je vais d'abord dire que je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Stéphane Troussel et ce qu'a dit aussi Amaranta Bourgeois. Enfin, il y a un sujet absolument considérable qui est les vases communicants entre les aidants familiaux et les aidants professionnels. S'il y a une urgence aujourd'hui, c'est vraiment la revalorisation des métiers d'aide. Parce qu'aujourd'hui, sur le sujet du grand âge, on a vraiment un grand sujet d'attractivité. Et je crois que vraiment, il faut faire cet effort sans tarder, parce que devant nous, on va avoir une transition démographique importante, un triplement des personnes âgées de plus de 85 ans entre maintenant et 2050. Et donc, d'ores et déjà, il y a des tensions très fortes. Il y a beaucoup de services à domicile qui ne peuvent pas prendre en charge de nouvelles demandes aujourd'hui venant des personnes âgées et des aidants. Et donc, ça se reporte sur les aidants familiaux. Donc ça, c'est vraiment un sujet majeur. Mais le deuxième sujet que je veux évoquer, c'est le sujet de la complexité, la coordination des acteurs. Il y a un baromètre des aidants qui est publié depuis 7 ans par une fondation, la Fondation April, et qui est très intéressant parce qu'il évoque les difficultés qui sont rencontrées par les aidants et puis aussi les solutions qu'ils demandent. La première solution qu'ils demandent majoritairement, c'est la meilleure coordination des acteurs. Avant toutes les autres demandes qui sont tout à fait légitimes, qui ont été évoquées, de revalorisation des indemnités, les sujets, etc. Aujourd'hui, c'est extrêmement complexe. C'est complexe pourquoi? Parce que notamment, on a dans notre pays une séparation entre le sanitaire et le social. Ces deux secteurs ne se parlent pas très bien. En plus, on a une organisation institutionnelle qui fait que d'un côté, il y a le département, de l'autre côté, l'ARS, donc le département plutôt l'aspect social, l'ARS plutôt le sanitaire. Tout le monde veut bien faire, mais c'est très complexe. Et au sein ensuite des acteurs eux-mêmes, eh bien, ils ne se parlent pas toujours. Un des sujets très complexes, c'est la rupture qui peut se faire quand on va à l'hôpital, par exemple, pour une personne âgée. Et c'est fréquent et c'est un risque parce qu'il n'y a pas cette coordination des acteurs avant l'hôpital, au retour de l'hôpital. Donc, et comment mieux coordonner ces acteurs? Comment faire en sorte de simplifier déjà les procédures et d'améliorer la coordination de ces différents acteurs? Alors, moi, je suis autour de deux propositions très simples. Quelque chose qui ressemble à un guichet unique, sur l'autonomie, donc une fonction, par exemple, avec un numéro de téléphone unique pour les personnes. Parce que le premier sujet, c'est effectivement la complexité, on ne sait pas à qui s'adresser.
et même pour quel que soit le milieu. Donc, il faut simplifier les démarches, premier point. Et ensuite, il faut qu'il y ait un continuum de la prise en charge tout au long du parcours de la personne. C'est ce que j'appelle le service public territorial de l'autonomie. Il faut un continuum de ces services aujourd'hui entre le social, le sanitaire, la fonction accueil, information, la fonction instruction des droits, la fonction solutions concrètes, comment effectivement on bâtit des solutions concrètes, y compris quelquefois dans l'urgence, et la fonction prévention aussi. Voilà. Moi, je pense qu'il faut demain un continuum entre toutes ces fonctions, et il y a, pour pouvoir faire un service de proximité qui soit vraiment aidant pour les aidants et les aidés. Madame la ministre, donc cette nécessité d'un continuum, vous l'avez en tête, c'est quelque chose sur lequel vous bossez? Non, pas du tout. Non seulement je l'ai en tête, oui. Bien sûr que si, non seulement nous l'avons en tête, mais nous l'avons déjà mis en place avec une ébauche, justement à la sortie du Covid. Ce numéro unique 0800 360 360, c'est une communauté d'acteurs qui répond aux besoins, parce que ce n'est pas à la personne de faire le chef d'orchestre, comme le dit très bien Dominique Libaud. Cette charge d'orchestration, de coordination, elle est épuisante pour les aidants. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Je rentre par cette porte, on étudie vos besoins et charge aux acteurs de territoire, avec la maison départementale des personnes handicapées aussi, qui est le guichet d'accès aux droits pour les personnes handicapées, et puis pour certaines qui sont des MDA, des maisons de l'autonomie déjà, personnes âgées, personnes handicapées, d'ouvrir les droits. Mais une fois qu'on a ouvert les droits, c'est très bien, mais il faut pouvoir les exécuter. Et c'est ça que nous disent les familles, les aidants. C'est que ces charges à nous, on a des jolies notifications de prestations, de compensation, et puis il faut aller chercher les services. Et puis les services, ils ne sont pas là. Donc c'est bien cette charge mentale de coordination qu'on améliore grâce à ce 0800 360 360 qui se structure et qui va vraiment rester, en communauté d'acteurs. Qui est pérenne. Qui est en train d'être déployé massivement sur l'ensemble des départements. On est à peu près à 70 départements qui sont dans cette modalité qu'on veut développer, bien sûr en partenariat avec les départements, parce que je répète que nous sommes co-constructeurs des réponses. Les chefs de file de politique des solidarités sur les territoires, ce sont les départements. Et donc on ne peut rien faire tout seul. Il faut l'État, il faut les associations et il faut les départements pour qu'on puisse agir. Mais je voudrais aussi compléter sur le congé professionnel quand on est aidant salarié. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'est pas assez utilisé. Pourtant, ça rend service énormément. Ça permet justement d'entamer le dialogue avec son professionnel, avec l'employeur, et d'être tout simplement dans une liberté d'action pour organiser ce service, pour pouvoir traverser la France, aller s'occuper de son vieux parent ou de sa personne handicapée. Alors bien sûr que c'est à peu près au niveau du SMIC horaire. Oui, l'indemnisation est très faible. Elle est même moins élevée que le SMIC, ce qui fait que beaucoup ne peuvent pas s'en sortir. Alors, elle est prise en charge par l'État, ce qui n'était pas le cas avant, et beaucoup d'employeurs complètent dans une politique justement d'aide aux aidants salariés. C'est tout l'enjeu de pouvoir collaborer avec les employeurs et l'État. Nous entendons que ce n'est pas assez, mais surtout nous voulons que ça soit connu, et ce n'est pas assez connu. C'est pour ça que je mobilise les entreprises, notamment à travers par exemple la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, en faire une vraie politique en même temps de s'occuper des personnes handicapées qui travaillent, mais aussi des aidants, se déclarer aidants, le mettre dans le dialogue social, pouvoir accompagner. Et beaucoup d'entreprises font déjà plus que l'État, donc c'est un complément aussi. Mais j'entends surtout que c'est parfois trop complexe pour l'activer. Donc nous allons le simplifier massivement, c'est ce que je porte avec Brigitte Bourguignon, simplifier l'accès, améliorer peut-être en effet le défraiement, c'est indispensable, mais surtout le faire savoir, le faire connaître, il n'est pas assez encore utilisé. Et d'ailleurs, vous faites bien de me le souligner, parce que pour préparer ce débat, du coup, je suis allée voir la DRH de l'IB pour leur demander, mais au fait, nous, comment on fait? Et voilà, manifestement, ils n'étaient pas tellement au courant. Donc, du coup, ça m'a permis de les sensibiliser aux dispositifs existants, au cas où, en effet, dans l'équipe, parmi nous, certains aient besoin de ce moment pour s'occuper d'un proche. Donc, en effet, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de boulot auprès des entreprises pour les convaincre d'abord de laisser leurs salariés s'absenter le temps nécessaire et surtout de les aider financièrement pour ça. Stéphane Troussel, vous avez l'impression que ce continuum, vous, à votre niveau au département, à la tête du département, vous avez l'impression que ce continuum et surtout ce travail censé être main dans la main entre l'État, le département et les associations fonctionne comme il faut, ou qu'il y a quand même encore quelques ratés?
vous savez, en matière de coordination des acteurs, quelles que soient les politiques publiques, on peut toujours, tout le temps, partout, faire beaucoup mieux et c'est un chantier toujours inachevé. Et donc ça doit être une préoccupation quotidienne de tous les instants, de tous les acteurs. Donc non, spontanément, je vous réponds sur ce sujet-là, mais comme sur bien d'autres, qu'on n'en fera jamais assez en matière d'amélioration de la coordination. Parce que les politiques sont de plus en plus complexes, parce que les acteurs sont de plus en plus nombreux, parce que les solutions ne peuvent jamais se développer à l'échelle de telle ou telle commune, de tel ou tel territoire. Donc il faut toujours avoir, quelle que soit l'institution, l'organisation qu'on représente, avoir ce souci permanent de la coordination. Donc en Seine-Saint-Denis comme ailleurs, mais en Seine-Saint-Denis aussi. Mais vraiment, je veux insister sur cette idée que aider les aidants, c'est encore une fois pour moi tenir les deux bouts du sujet. Il faut avoir cette approche de proximité, il faut avoir ce souci de la coordination pour lutter contre leur isolement, pour offrir des solutions de répit, multiplier les actions d'information, mener cette bataille culturelle dans le monde économique, dans l'entreprise, avec les acteurs pour faire connaître par exemple ce congé, développer des solutions pour apporter des solutions de santé mentale, d'accompagnement physique, psychologique des aidants. Absolument indispensable. Mais encore une fois, l'autre bout du sujet, c'est vraiment inscrire cette question plus globalement dans la nécessaire révision, déploiement, développement de notre politique liée à l'autonomie dans la société. Dominique Libault a rappelé les chiffres. On est face à un enjeu qui fait que chacun d'entre nous va être concerné désormais par cette question. Et donc, excusez-moi de cette expression un peu triviale, mais la société française, elle doit changer de braquet sur cette question. Et disons-le, on est, quelles que soient les évolutions, on est encore collectivement bien loin du compte. Et encore une fois, je le dis moi, qui passe mon temps à répéter que ce département, encore une fois, est le département le plus jeune de France métropolitaine. Mais justement, face à la part de personnes âgées aujourd'hui dans un département comme le mien, et à sa part et son augmentation en nombre, en valeur absolue dans les 15-20 années qui viennent, et avec en plus un profil, disons-le, socio-économique des personnes concernées qui quand même est excessivement fragile. Moi, je prends cet exemple-là. La Seine-Saint-Denis a un pourcentage bien moins aujourd'hui des personnes âgées que mon collègue département dans le département des Hauts-de-Seine, mais par exemple, n'a pas forcément, compte tenu des profils de vie, des niveaux de dépendance, des niveaux de ressources, la PA, elle coûte plus au département de la Seine-Saint-Denis que mon collègue des Hauts-de-Seine. Parce que les personnes âgées, par exemple, qui restent vivre en Seine-Saint-Denis, elles sont souvent plus modestes, elles ont une vie professionnelle et sociale plus cabossée, et donc c'est un enjeu crucial dont je crois, et d'ailleurs vraiment ce type de forum pour vulgariser, sensibiliser, faire prendre conscience de cet enjeu crucial pour la société française est vraiment est absolument nécessaire, et toutes les occasions doivent être bonnes. On va avoir des débats, un grand débat avec l'élection présidentielle et législative. J'espère que ce sujet-là sera aussi au cœur de nos échanges. Justement, Sophie Cluzel, je reviens vers vous. Je sais que vous n'êtes pas directement en charge de la loi sur la dépendance qui avait été promise par Emmanuel Macron, mais c'est vrai que ça pose quand même des questions de voir que cette loi a été repoussée sans cesse, alors que c'est le sujet qui va, un des grands sujets qui va structurer les années et les décennies à venir. Mais c'est un sujet, en effet, qui n'est pas, je dirais, sur lequel on ne recule pas, puisque justement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous portons des mesures fortes pour améliorer, notamment les services d'accompagnement, mais pas tout, le virage domiciliaire, pour que les personnes puissent rester à domicile. Alors oui, il va falloir certainement construire cette cinquième branche de l'autonomie. On a mis une première brique. À nous, je veux dire, d'être intelligents et d'en faire un vrai sujet, comme l'a dit Stéphane Troussel. Donc, qu'est-ce que l'on veut faire dans les 5 ans, dans les 10 ans qui viennent de cette prise en charge de l'autonomie? Parce qu'il y a la prestation de compensation du handicap, qui est financée justement par les départements et une partie par l'État. Comment on en fait un vrai levier d'autonomie
avec des services d'accompagnement à la hauteur des besoins des personnes, ça a été dit dans vos débats, pas assez d'heures pour pouvoir assurer vraiment cette autonomie. Donc c'est l'enjeu de demain sur la construction avec cette 5e branche de l'autonomie qu'il nous faut travailler. Et certes, on n'a pas eu le projet de loi sur l'autonomie, mais on a des mesures très fortes qui sont portées quand même dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais qui n'obèrent pas justement toutes les discussions que nous devons avoir pour notre futur. Que veut-on faire de la solidarité, de notre gouvernance territoriale? Comment on peut amener justement cette coordination au plus près des territoires? Comment on arrête de parler de dépendance, mais de soutien à l'autonomie, à la perte d'autonomie? Voilà, ce sont des vrais sujets de société et je pense qu'en effet, ça doit faire l'objet de grandes concertations et pour avancer sur le plus efficacement possible pour les personnes, qu'elles soient âgées ou handicapées. Dominique Libault, justement, vous qui tenez les cordons de la bourse, si je puis dire, est-ce que les financements sont, enfin, comment financer tout ça, sachant que avec le vieillissement de la population, ça va être un besoin matériel et financier croissant dans les années et les décennies à venir. Où trouver ces moyens? Alors, le problème qu'on rencontre, c'est que la crise sanitaire est passée par là. C'est-à-dire que avant la crise sanitaire, il était, disons, relativement facile d'arriver à voir quelle solution de financement, notamment parce que je ne vais pas entrer dans les détails, mais on arrivait au terme de remboursement de la dette sociale. Vous savez, chacun paye une CRDS sur son salaire et pour rembourser la dette sociale, normalement, on arrivait avec sanctions. Et puis la crise sanitaire arrive et fort logiquement, le gouvernement mobilise très fortement la protection sociale, le système de santé, et tout ça a un coût relativement élevé. Et évidemment, les finances sociales sortent de cette crise sanitaire en moins bon état qu'au début de la crise sanitaire. Et donc, les solutions sont plus complexes. Il faut avoir le courage de le dire aux Français parce que, effectivement, lorsqu'on va avoir ce sujet de financement de ce vieillissement de la population française, il va falloir, je pense que c'est effectivement un des enjeux du débat démocratique qui s'ouvre, et je partage ce qu'a dit Stéphane Roussel, j'espère bien qu'effectivement ce débat, comment on fait face à cette société de la longévité, comment on travaille sur ce sujet, c'est un enjeu politique. C'est un enjeu aussi sociétal, et ça a été bien dit, effectivement de financement, mais aussi au sein de l'entreprise. Par exemple, c'est encore un sujet un peu tabou au sein de l'entreprise. Moi, j'avais proposé que ça soit un sujet de droit commun dans le dialogue social au sein de l'entreprise, comme l'est aujourd'hui la conciliation vie familiale et vie professionnelle sur la garde d'enfants, par exemple. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué pour un salarié de dire j'ai besoin de temps pour m'occuper de mon père, de ma mère, pour simplement aller avec lui à un rendez-vous médical parce qu'il ne peut plus se déplacer tout seul. Enfin, voilà, c'est des choses extrêmement courantes et c'est difficile. Donc, je pense que c'est un sujet extrêmement fort. C'est un sujet de solidarité, de proximité aussi, parce que évidemment, il y a le sujet d'isolement et le sujet de comment on mobilise aussi des solidarités de proximité. Donc, voilà, je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous. Moi, j'ai été frappé dans mon concertation. Je ne rencontre pas de gens qui me disent ah ben, ça, qui m'est étranger, que je ne vois pas. Ben oui, tout le monde est concerné dans sa famille par de tels enjeux. Donc, c'est pour ça on voit en ce moment qu'il y a des grands plans d'investissement qui sont annoncés, mais finalement, est-ce que la dépendance, les aidants, est-ce que ça ne devrait pas être ça ne devrait pas bénéficier très largement de tous ces moyens qui sont dégagés actuellement pour faire repartir l'économie, parce que j'imagine qu'on ne pourra pas faire repartir l'économie si une partie des acteurs économiques est obligée d'aider une personne, un parent en état de difficulté. Non, mais vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que je pense, on s'interroge aussi pourquoi, effectivement, sur plusieurs quinquennats successifs, il y a une difficulté quand même, il faut être honnête, sur le plan politique, à considérer que c'est une priorité. Il y a un peu cette idée que, bon, c'est le sujet des vieux, c'est un sujet des vieux et pas un sujet intergénérationnel, alors que vous avez tout à fait raison de dire, si on n'anticipe pas suffisamment ce sujet, on va avoir des problèmes dans toute la société. Et de toute façon, il y aura un coût, parce qu'il va falloir quand même porter ce coût. Donc, il faut l'anticiper. D'abord, si on valorise les métiers, c'est des solutions aussi pour les jeunes. Il faut rappeler, si on arrive effectivement à bien valoriser ces métiers, c'est des métiers qui peuvent être très riches sur le plan humain. Donc, il y a un enjeu majeur, une fois de plus, de valoriser ces métiers qui peuvent être des solutions pour les jeunes si on les valorise. C'est un enjeu, effectivement,
pour soulager les aidants familiaux, les jeunes, les moins jeunes, et pouvoir qu'ils se consacrent effectivement aux tâches voilà, qui sont les leurs dans leur travail. C'est pour ça que je pense que les entreprises devraient vraiment s'intéresser à ce sujet un peu plus. Et c'est un enjeu, évidemment, pour donc l'ensemble des familles. Donc, il faut arrêter de dire que c'est un sujet, ce sujet de longévité qui ne concerne que les personnes âgées. Ça concerne tout le monde. Et c'est en le prenant de façon intergénérationnelle qu'on dira oui, c'est aussi un investissement d'avenir, et je partage totalement ce que vous venez de dire sur le sujet. Et ce n'est pas encore suffisamment perçu comme tel. Merci beaucoup à vous, merci à vous trois. Et justement, restez avec nous. Vous parliez de la valorisation de l'activité d'aidant. Nous allons en parler tout de suite dans un nouveau débat avec une philosophe et une archéo-anthropologue.